Rebonjour. Justement, comme le disait Marie-Pia, nous avons souhaité d'élargir cette conversation qui porte sur la thématique crise et solidarité. Les guerres, les conflits et les crises sociétales complexes s'enchaînent et se multiplient. Leur durée et leurs ampleurs correspondent parfois peu à leur visibilité médiatique. La guerre qui fait ravage en ce moment en Ukraine suit la tragique voie des guerres et conflits en Syrie, Yémen, Afghanistan, Congo et bien d'autres. Face à ces catastrophes, le secteur culturel et artistique partout dans le monde réagit, se mobilise et soutient. Cette succession radicale de crises est-elle devenue la norme ? Et les savoir-faire acquis du secteur culturel en matière de solidarité peuvent-ils se transformer de réactions conditionnées par l'urgence en une solidarité durable et équitable ? Ces questions nous occupent depuis un moment à l'ONDA, et pour tenter d'y répondre, nous avons souhaité d'ouvrir cet échange plus largement avec vous, mais aussi avec nos invités, que je remercie d'avoir répondu présent. Nous avons également souhaité associer d'autres voix, amener d'autres perspectives à cet échange, et nous avons sollicité quelques contributions vidéo à 4 artistes en leur posant 2 questions précises. La première, quelle crise vous préoccupe en ce moment ? Et la deuxième, quelle réponse vous semble-t-elle pertinente ? Les artistes sollicités sont Mohamed El Khatib, Michael Disanka et Christiana Tabarro du Congo, et Anna Smolar de la Pologne. Avec nous au plateau, nous avons Maria Carmela Mini, donc directrice du festival Latitude Contemporaine. Joris Mathieu, tu es metteur en scène et directeur du théâtre Nouvelle Génération à Lyon. Et Victor Ruban, tu es artiste, mais tu es aussi fondateur du Fonds de soutien à la scène ukrainienne en Ukraine. Tu nous rejoins donc de Kiev. Et nous avons aussi Milica avec qui nous avons préparé cette rencontre. Tu nous rejoins donc peut-être, commençons par le commencement, Victor. Tu nous rejoins de Kiev et tu y retournes dans quelques jours. Nous sommes là rassemblés pour discuter des crises, pour discuter des guerres, pour discuter et réfléchir. Et la question qui se pose peut-être en première, est-ce que quand des réalités brutales telles que la guerre en Ukraine s'imposent, est-ce qu'il n'est pas presque déplacé de dire on va y réfléchir ? Merci beaucoup pour l'invitation. Désolé pour mon français, je n'ai pas parlé français depuis 2013 quand j'ai retourné en Ukraine de France. Quand je fais mes études à Montpellier, je fais un master exerce. Peut-être vous connaissez ce programme, je suis sûr que vous connaissez. Et depuis ce moment, quand j'ai retourné, c'était juste avant le début de guerre, parce qu'on a de guerre depuis 2014. C'est juste pour introduire le contexte avant. Et aussi, j'aimerais bien de vous dire merci pour inviter et pour parler, parce que c'est important pour parler vraiment en direct. Et aussi, donc, j'ai remercié à Onda pour inviter. Et aussi, je remercie à Onda pour aider avec l'Institut français de donner du support pour les pavillons ukrainiens qui est dans le off-programme. Et vous pouvez aussi voir les programmes de ça chaque journée à partir de 14h jusqu'à 16h30. Et la navette qui va là-bas pour voir chaque journée une petite ou vidéo ou show ou discussion. Ça départ de la manufacture, c'est vraiment important à dire, parce que c'est le off-programme, donc peut-être vous ne savez pas de ça. Et aussi, j'aimerais bien aussi dire, avant le début de mon réponse, pour dire merci à tous les qui se battent en Ukraine maintenant et à toutes les victimes de guerre maintenant. Et pour faire ça, comment tu dis ça? Acknowledge. Reconnaître. Pour reconnaître ça, juste prenez une petite minute de silence, tous ensemble, juste pour reconnaître ça.
Merci beaucoup. Je pense que c'est important pour aussi sentir un peu de... c'est vraiment lié avec ta question, en fait. Et avant de réponse, j'aimerais bien de dire que mon français n'est pas parfait. Donc, si ce que je dis n'est pas assez clair, n'hésitez pas d'aller vers moi et demander pour clarifier. Et aussi, on est dans ce type d'urgence maintenant, pas juste en Ukraine, mais en Europe, au niveau global, que si mes paroles sont un peu agressives ou trop directes, ne prends pas ça comme l'agression, mais plutôt être franc avec vous. Parce que quand l'avion tombe, on n'a pas assez de temps pour trouver les bons mots. Et nous sommes tous ensemble dans cet avion, en fait. C'est juste pour dire ça. Et donc, comprenons le silence. Maintenant, c'est vraiment le temps pour réfléchir parce que quand il y a les bombardements ou l'attaque sur les villes ou les différentes opérations spéciales partout en Ukraine, on plutôt reste dans l'écoute et dans le silence ou dans l'action, vite fait. Donc, il faut vraiment être engagé et speed un peu, de faire ce que tu peux. Et en même temps, il faut aussi réfléchir pas juste au niveau de comment on continue, comment pour garder soi, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi pour comprendre comment nous sommes arrivés dans les moments dans lesquels on est dans la guerre au milieu de l'Europe. Et c'est déjà 9e année. Et c'est toujours pas facile à trouver du support et pas facile à trouver la compréhension d'autres pays pour notre bataille. Parce que c'est pas juste la bataille pour souveraineté et de notre pays et pour se défendre, mais aussi c'est le parti de occupation de notre pays parce que les précédents 300 ans, on était occupé par l'Empire russe avant et après dans l'Union soviétique, qui on est aussi cofondateur, mais après, depuis 1930, ça a déjà commencé à être chaque décade, on a des vagues de génocide. Tout le début, c'est le génocide des intellectuels ukrainiens. Et il y a des périodes qui s'appellent Renaissance tuée. Vous ne connaissez pas, bien sûr, vous ne connaissez pas de ça. Mais je n'ai pas envie de raconter toute cette histoire. On a un article qui est publié à Loco, à Mediapart aussi. C'est notre courriel avec Mathilde Monnier. Donc vous pouvez taper sur le Google Victor Ivan Mathilde Monnier et vous attraper dans cet article où j'explique beaucoup, pas juste mon processus d'être en Ukraine à ce moment-là, mais aussi les précurseurs, un peu de préhistoire à les différents niveaux dedans cette thématique. C'est vraiment assez court temps pour parler de tout ça, donc je vais continuer, mais je parlais vraiment comme le titre de chaque problématique, parce que chaque problématique peut prendre plus qu'une journée pour parler, pour discuter, pour trouver les solutions. Donc c'est vraiment maintenant le temps pour réfléchir, pour retrouver notre identité, pour rebatailler, pour déoccuper notre pays et aussi regagner notre héritage culturel parce que au niveau de l'identité de Russie, même le nom de ce pays est approprié de nous parce que ce n'était pas jamais la Russie de Moscou, c'était toujours Russie de Kiev. Même ça. Et avant le 17e siècle, c'était Moscovie, ce n'était pas Russie. Donc c'est juste même ça. Et pour les cultures d'aujourd'hui et le XXe siècle, je répondrai à d'autres questions pour découvrir comment ça fait
aujourd'hui toujours cette problématique de l'appropriation culturelle qui est toujours là. Merci Victor. Je me dis que puisqu'on on revient toujours à l'histoire et on se rend compte que la réflexion va ensemble avec l'action, peut-être qu'on peut écouter la parole de Anna Smolar qui nous parle à partir de la Pologne avant de poursuivre la conversation avec toi. Bonjour, je m'appelle Anna Smolar, je suis metteuse en scène de théâtre. Je viens de France, mais aussi de Pologne, où je travaille et je vis depuis presque 20 ans. Et donc, ce qui est au centre de mon attention, c'est l'Ukraine, bien sûr, depuis le 24 février. Peut-être en fait depuis 8 ans, mais pas si intensément que ça. Depuis le 24 février, on est, la plupart d'entre nous, gens engagés dans l'art et le milieu théâtral polonais, très profondément plongés dans une réflexion, mais aussi dans une action très concrète autour de la question de la solidarité et de comment aider des gens qui ont tout perdu en 24 heures et qui arrivent, qui partagent nos espaces et qui ont vécu de très profonds traumatismes, ce qui remet en question notre existence, notre tranquillité, mais aussi la question de notre rôle en tant qu'artiste. Donc nos espaces se sont profondément transformés, les gares, les appartements, mais aussi les institutions culturelles qui se sont vraiment transformées en des hôtels, parfois sur le long terme, avec des lits qui sont apparus, des coins cuisine, des collectes de fonds pour voilà, aider les gens à avoir de quoi manger, à avoir un toit et à essayer de s'organiser, trouver des papiers. Certains d'entre nous se sont vraiment engagés dans un travail sur le long terme qui est presque un plein emploi, quoi. Un emploi à plein temps, parce que c'est vraiment beaucoup de travail et c'est un travail que le gouvernement ne fait pas, qui n'est pas résolu de façon systémique. Donc bien sûr, il y a un burn-out qui apparaît, mais ce qu'il faut dire, c'est que les institutions culturelles, certaines d'entre elles, mais un grand nombre, ont vraiment fait preuve d'une solidarité, d'un engagement, d'une imagination aussi sur comment créer des postes, proposer des collaborations qui sont sensées, qui vraiment permettent aussi aux milieux théâtraux ukrainiens et polonais de s'intégrer d'une certaine façon. On est tous dans une réflexion de comment s'organiser. Alors, avec certains amis artistes, on a créé une plateforme où les gens s'échangent sur leur talent, leur CV. Enfin, voilà, les gens du milieu ukrainien qui sont arrivés en Pologne et veulent travailler dans le théâtre polonais peuvent un peu raconter leur histoire, et pour que les gens qui en Pologne ont la possibilité d'offrir des emplois fassent leur connaissance. On est en train d'organiser un peu aussi des rencontres, des fêtes qui nous permettent de se connaître mieux. Et je pense qu'on est tous engagés dans une réflexion autour de notre art. Qui sommes-nous au moment où la guerre éclate? Et la guerre, elle s'infiltre complètement dans nos ports et dans nos espaces, très concrètement. Et je pense qu'on ne sait pas encore. Je pense qu'on a tous besoin de temps pour comprendre ce que ça fait de nous en tant qu'artistes. Sur ces paroles et en ayant en tête toute la mobilisation inédite qui a eu lieu depuis le début de la guerre en février, est-ce que tu pourras peut-être nous parler du fait que ça dure, c'est encore en cours, on ne sait pas c'est quoi l'avenir, et dans ce contexte-là, est-ce que les besoins de la scène ont changé et est-ce que les réponses doivent aussi suivre et s'adapter? Juste pour introduire, j'aimerais bien aussi parler un peu pour la période avant février 2022. Donc, ce problème de décalage entre la culture ukrainienne et d'autres pays en Europe, c'était déjà là avant. Et donc, tous les 8 ans avant, dans les niveaux internationaux, mon travail était pas juste être une artiste, mais aussi pour être une diplomate culturelle. Donc, je fais beaucoup de diplomatie culturelle dans mes voyages dans d'autres pays qui j'ai travaillé pour introduire qu'est-ce qui se passe là-bas,
au niveau artistique, mais aussi au niveau politique, au niveau culturel, au niveau d'échange des pratiques aussi, parce que c'est vraiment là il a des problèmes. Et aussi, le deuxième problème, pas juste international, mais aussi local, elle est née du cadre institutionnel. Parce qu'en Ukraine, danse contemporaine et l'art contemporain, c'est toujours en train d'être institutionnalisé. Comme on a hérité du système soviétique depuis 1991, quand on a été encore indépendant comme le pays, le système culturel était toujours soviétique. Et ça créait beaucoup de problèmes parce qu'on a développé le travail et le travail artistique plutôt que le système pour soutenir ça. Et c'était toujours précaire, c'est maintenant toujours précaire, mais on a compris que le problème que la Russie était assez facile pour aller annexer à Crimée et aussi Donbass assez facilement, était lié que notre identité culturelle au niveau de l'État n'était pas fait, en fait, parce que dans les systèmes soviétiques, il n'y a pas de nécessité d'avoir une identité d'un pays. Donc c'est pour ça que l'art contemporain, la danse contemporaine, le théâtre contemporain n'étaient pas soutenus, développés, institutionnalisés, établis même. Donc pour les partenariats dehors, Ukraine, c'était pas facile aussi de trouver les liens, comment pour travailler ensemble. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans ce cadre, j'ai créé mon espace indépendant, j'ai initié aussi un festival international de danse, et même j'ai commencé à faire doctorat sur ce sujet des institutionnalisation de danse contemporaine en Europe et aussi en Amérique pour analyser et trouver les chemins. Comment on peut faire l'institutionnaliser les danses contemporaines en Ukraine et c'est quoi le roadmap? Le plan de route. Plan de route de ça pour comprendre le lien avec les autres contextes. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire mon doctorat pour avoir les documents, pour faire l'advocatement culturel au niveau aussi des gouvernemental. Merci pour m'aider. Donc, c'est ça, avant février. Et depuis février, le premier problème qu'on a, c'est le soutien des artistes qui restent en Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour accueillir des artistes réfugiés, déplacés, et aussi pour aider les gens déplacés, oui. Mais il n'y a aucun programme dirigé pour soutenir les artistes qui veulent se battre vraiment en Ukraine, rester là, résister et aider avec les autres initiatives, pas sur le juste niveau culturel, mais aussi pour bénévolat, pour acheter des médicaments, pour vraiment faire la logistique, et tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on a initié et créé cette fondation de Ukrainian Emergency Performing Arts Fund. Vous pouvez trouver ça sur le site internet uepaf.org.ue. Donc il y a du manifeste de ça. Et aussi, si vous pouvez aider directement, ça va nous aider pour faire le fundraising pour les artistes qui est toujours en train de reçu de soutien. La deuxième couche, c'est le prévenir l'épuisement des scènes artistiques, des créateurs et des professionnels, parce qu'avec toutes ces possibilités de support et soutien des artistes dehors Ukraine, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent trouver plus facile environnement pour travailler et pour rester, mais en fait, c'est bien qu'en Ukraine, les artistes ne veulent pas rester dehors, et les plusieurs, Maria Carmela va confirmer aussi mes paroles, qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir, qui veulent retourner en Ukraine le plus vite possible, parce qu'il a des familles, il a de tous les projets qu'il fait, et il a tous les réseaux qui sont toujours vivants en Ukraine.
Donc, c'est vraiment un environnement culturel est très dynamique. Donc, c'est pour ça. Et comme je dis déjà, dans ce discours postcolonial, ou décolonial toujours, c'est sur ça aussi été fait. Par exemple, chaque année avant, quand Bolchoï ou Mariinsky viendra en Ukraine avec ses performances, toujours les professionnels, les chorégraphes de là venaient à collège chorégraphique et 10 ou 15 danseurs tout de suite, l'année prochaine, va en Russie et pour trouver après ça le chemin pour travailler dehors dans d'autres pays. Donc c'était toujours les routes comme ça. Et maintenant, c'est même plus vite pour les gens être accueillis par son talent, par son maîtrise du mouvement, par son maîtrise du rythme, parce que c'est beaucoup lié avec notre folklore aussi, ça. Donc, c'est l'épuisement artistique, c'est la deuxième couche. La troisième couche qui donc, ont besoin d'aide pour aider nous à retourner notre artiste en Ukraine et pour travailler avec eux de Ukraine, mais pas ici. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et le troisième, c'est le sustainability. La durabilité. Durabilité institutionnelle aussi. Donc, si vous pouvez, comme l'institution, pour trouver les partenariats en Ukraine avec l'institution, vous pouvez aider directement. Et ça va plus bien, beaucoup mieux que... parce que vous pouvez aussi créer déjà un lien et commencer les dialogues culturels. Mais je remercie Aurora pour dire cette phrase d'artiste, que si vous venez avec des aides, ça ne va pas. Mais si vous venez avec l'intention de découvrir et créer une conversation, un dialogue, ça va beaucoup mieux. Parce que vous va respectueux avec votre ressource et aussi avec le contexte vers lequel vous va. Et il n'y a pas parce que dans l'intention d'aide, il y a déjà intention de hiérarchie là. Donc, et ça ne va pas. C'est ça qui va casser même une très belle intention. Je pense que c'est important à dire. Et après, ce qui est très important, j'ai juste 2 points pour finir. C'est le métier artistique et le travail artistique. C'est vraiment important pour soutenir les artistes et peut-être pour trouver une forme de soutien ou direct vers l'Ukraine ou peut-être sur les programmes de résidence. Et je suis ravi d'entendre de cette intention déjà dans l'ONDA pour améliorer ce type de travail. C'est très important, je pense. Parce que, par exemple, mon compagnie, je suis aussi le producteur, pas juste chorégraphe. On a appliqué pour 6 projets pour produire cette année, 6 projets artistiques. Tout projet est toujours actuel, mais on n'a pas l'argent dans les institutions qui fondent les productions artistiques maintenant. Donc, tous les projets vont bloquer. Et pour l'année prochaine, même plus que ça. On comprend qu'on ne va pas. Et comme ça, c'est une seule possibilité pour avoir l'argent pour les artistes. On n'a pas de mode d'emploi, on n'a pas de soutien institutionnel. Donc, si vous pouvez trouver la possibilité pour vraiment aider avec les productions qui est déjà préparées, il y a déjà un projet qui peut être choisi par un petit groupe curatorial, par exemple, et aussi pour engager les artistes de France dans cette équipe, peut-être pour commencer comme ça. Ça va vraiment nous aider au niveau pour vraiment continuer et maîtriser notre travail artistique et déjà commencer le lien culturel et artistique. Et le dernier point, mais je pense que c'est plus grave et plus important, que la visibilité des cultures et le dialogue de culture, c'est même plus important parce que l'Ukraine, aujourd'hui, ce n'est pas juste un pays là, avec la guerre et avec les problèmes. On est déjà dans la frontière de processus historique, culturel,
et de bataille mondiale pour les valeurs démocratiques et contre les valeurs autoritaires, contre les régimes autoritaires. Et on comprend vraiment bien ce qui se passe aux différents niveaux. Par exemple, juste pour dire, ne prenez pas ça comme l'agression, mais il y a un article écrit par Mikhail Piotrowski, le directeur du Hermitage, peut-être vous avez déjà lu là, qui s'appelle « Dresser les drapeaux russes au-dessous du bois de Boulogne ». Au-dessous du bois de Boulogne. Il raconte comment machine culturelle Russie, depuis soviétique et avant, travaillait sur l'occupation, sur les guerres culturelles. Donc, et c'est dommage qu'en fait, dans les programmes, que maintenant, ici dans cette ville, il y a un drapeau russe au-dessous du palais du pape. Même avec quelqu'un qui est représentateur de la culture russe, qui est dissidente, mais qui récite beaucoup de propagande, toujours. C'est vraiment important. On comprend ça déjà parce qu'on est dans la guerre hybride, informationnelle, et culturelle, depuis des années. Et on peut aussi aider pour comprendre comment pour se défendre. Mais aussi, on peut inviter les artistes en Ukraine pour travailler ensemble sur le sujet de crise de l'être humain. Humanisme. De l'humanisme, parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Quand on a... je suis sûr que vous avez vu déjà toutes les images de Butcha et de Irpin, et de Mariupol, même pire que ça, et ça continue déjà depuis 2014. Et par exemple, on a une pièce de théâtre, mais pas comme les pièces, mais la lecture de pièces. On va faire cet vendredi, je suis là aussi pour diriger cette lecture. C'est juste l'extrait qui s'appelle Crimée 5 AM, 5 heures du matin. Et c'est la pièce documentaire avec les paroles des gens qui étaient à Crimée, dans les péninsules de Crimée, étaient persuadés, terrorisés on the regular basis. Régulièrement. Et donc, ce n'est pas juste pour montrer, pour avoir le sentiment et être pour être dans la sympathie de ça, mais plutôt pour comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne dans ce régime de terrorisme mondial, déjà, qui peut être fait par les pays, vraiment en direct, et aussi pour comprendre comment travailler sur le sujet des droits humains et qu'est-ce qui ne marche pas pour nous, comme l'humanité, comme le monde, pour défendre les gens qui sont dans les zones précaires, je suis sûr dans les Palestine, dans la Syrie, partout dans le monde quand même, vraiment. Et c'est vraiment important de commencer à penser à ça, pas juste au niveau politique et diplomatique, mais aussi au niveau culturel, parce que c'est ça où on peut trouver les solutions et les pratiques qui peuvent nous aider pour socialiser, pour sensibiliser, pour comprendre et pour trouver les solutions, comment on peut gérer ça et avancer et récupérer. Tu touches à toutes les questions qu'on voulait aborder ensemble. Mais c'est vrai que tu nous rappelles aussi les points très, très essentiels. Il me semble que les actions se croisent. Donc je voudrais peut-être passer la parole à toi, Joris, par rapport à l'action et la mobilisation que vous avez pu mener en août dernier en faveur des artistes afghans. Donc déjà nous parler un peu de cette opération. Et après, j'aurai plusieurs questions en lien avec ce que vient de nous dire Victor. Ok. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de passer trop de temps pour raconter trop précisément
l'action qui a été menée de manière assez collective, mais à l'initiative d'abord d'une artiste, Koubra Academy, qui, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres sources de mobilisation, mais qui nous a sollicité d'abord Maria, qui travaille avec Koubra, et ensuite la force de la mobilisation des directrices, directeurs de tous les différents réseaux de structures labellisées, qui est d'abord en fait finalement un mouvement qui est une réaction individuelle, c'est-à-dire un engagement pris dans l'urgence par des individus sollicités pour essayer d'accueillir, d'aider et de créer les conditions qui permettent d'échapper à un danger immédiat, mais aussi à des conditions de vie qui seraient extrêmement intenables et dégradées dans un avenir prochain. Et puis c'est un engagement, ces engagements individuels sont devenus des engagements de structure par la force des choses, au moment où les personnes sont là. Et moi, ce que je considère intéressant aujourd'hui, peut-être dans nos échanges, et évidemment la parole de Victor, elle est très ancrée dans cette situation terrible, mais nous qui ne sommes pas à l'intérieur de cette situation, qui en sommes à l'extérieur, et qui n'avons pas été à l'intérieur non plus de la situation afghane, pour ce qui nous concerne, avec ce sentiment très étrange d'ailleurs de l'avoir, on parlait du numérique, du virtuel, et on a beaucoup échangé là-dessus avec Maria, cette sensation de vivre depuis notre salon une guerre à distance, simplement par la relation tissée au quotidien et minute après minute de ce qu'il se déroule. Il n'empêche que nous sommes encore, et peut-être c'est un tort, on se sent extérieur à quelque chose, et que la question qui se pose à nous maintenant, et c'est pas une parole je dirais c'est une parole peut-être un peu naïve, celle que je vais avoir là, mais c'est celle de se dire ce que j'ai découvert moi, donc individu, c'est de me rendre compte à quel point je n'ai pas agi précédemment sur d'autres crises, où ça pose beaucoup de questions dans cet engagement qu'on peut avoir à un instant T, qu'est-ce qui est de la part de ce que je fais pour moi, de ce que je fais pour l'autre, et de ce que je fais dans un désir de justice ou de monde meilleur. Et cette conflictualité entre le je, le tu, le nous, qui est un enjeu majeur de société aujourd'hui, se pose à nous. Et après, c'est ce qu'on a vécu, qui était une réaction à une situation critique et qui est finalement d'une certaine manière assez désorganisée, comment ça nous met en situation de nous obliger à nous structurer vraiment autrement pour penser à ce qu'on est réellement en capacité de faire, comment on questionne nos moyens d'action pour, quand on parlait de coopération un peu avant, comment la coopération doit pouvoir mieux agir, et comment on a découvert, et Maria pourra en parler très très bien également, que cette question de coopération, elle pose des questions évidemment très très larges, avec une capacité, je dirais, améliorée de s'appuyer sur ce que les uns et les autres peuvent faire, à la fois dans leur réseau français à l'étranger via les instituts, la communication avec nos structures qui ont des moyens pour faire, mais aussi, et ça c'est peut-être le plus épineux, ça pose pour moi la question de quelle est la réelle politique en France d'accueil, comment on considère ces artistes exilés qu'on accueille chez nous, parce qu'on en a parlé dans nos discussions préalables, mais se pose souvent la question de quelle est notre légitimité à nous engager? Est-ce que ce sont des artistes? On ne connaît pas le travail de ces artistes. Et ça nous confronte à la réalité de notre pays aujourd'hui, maintenant, qu'il faut quand même aussi poser comme un des paramètres de la réflexion. C'est quel est ce pays dans lequel on vit? Quelles sont les projections politiques qu'on est en train de faire? Quelle est la réelle politique d'accueil et d'hospitalité menée par un ministère des Affaires étrangères, un ministère de l'Intérieur? Et comment on considère les personnes qui arrivent, qui finalement, dès qu'elles franchissent la frontière et qu'elles arrivent chez nous, se retrouvent mis dans un lot qui est le plus petit dénominateur commun, qui est celui d'être exilés,
mais sur lesquels on ne sait pas vraiment travailler comment accompagner mieux la particularité en fait de leur identité, de leur profil, de leur parcours. Donc ça pose beaucoup de questions de coordination en fait entre une politique d'accueil d'un point de vue général et la combinaison avec ce que peuvent apporter des structures comme les nôtres qui pourraient faciliter en fait l'intégration, l'inclusion, l'accompagnement et tous les différents niveaux de cet accompagnement. Voilà mes premières réactions.